contre quelle puissance l'Océania est-elle en guerre présentement? L'Estasia. L'Océania est en guerre avec l'Estasia. L'Estasia. Bien. Et l'Océania n'est-elle pas depuis toujours en guerre avec l'Estasia? Dites-moi ce que vous croyez vous rappeler. Je me rappelle que tout juste une semaine avant que l'on vienne m'arrêter, nous n'étions pas du tout en guerre avec l'Estasia, mais avec l'Eurasia. Cela a duré 4 ans, je crois. Un autre exemple, une autre grave errance. Les photos à propos desquelles vous avez eu des hallucinations, vous avez cru les avoir entre les mains. Elles n'ont jamais existé. Dites ce que vous vous apprêtiez à dire. Elles existent dans la mémoire. Moi, je m'en souviens. Vous vous en souvenez? Je ne m'en souviens pas. Seul un esprit discipliné peut voir la réalité, Winston. Cela exige un acte d'autodestruction, un effort de la volonté. Vous rappelez-vous avoir noté dans votre journal « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 ». Oui. Combien de doigts je vous montre là, Winston? 4. Et si le parti dit que ce n'est pas 4, mais 5 doigts, alors combien? 5. Non. C'est inutile. Vous mentez. Combien de doigts, je vous prie? 4. Que puis-je vous dire d'autre? 5, 4. Est-ce que vous voulez? Je vous en prie, laissez-moi. J'en peux plus. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 26. Cette semaine, émission récupération, surveillance et rester digne. Bêtes d'Occident et d'Orient, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance. Un âge d'or nous est promis. L'homme tyran exproprié, nos champs connaîtront l'abondance, de nous seuls ils seront foulés. Le jour viendra de la délivrance. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation de la chanson Animal Farm, donc que l'on retrouve dans La ferme des animaux. Nous parlerons ce soir de George Orwell à l'occasion de la sortie du nouveau documentaire de Raoul Peck, Orwell 2+2 = 5. Et ensuite nous parlerons de Ella Mackey de James L. Brooks, dont la sortie cinéma en salle en France est vue honteusement annulée pour être bazardée sur plateforme il y a quelques semaines. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Donc les agendas locaux pour commencer, 2 événements ce week-end. Donc samedi 7 mars au cinéma Arvor,
À partir de 16h30, il y aura une rencontre avec Marc Ollery, le directeur donc, de la société de distribution Lost Film, qui viendra pour parler en tant que représentant du syndicat des distributeurs indépendants de qu'est-ce que c'est que la distribution et de qu'est-ce que c'est qu'être distributeur indépendant. Et cette rencontre sera animée par moi-même et Antonin Moreau, donc du cinéma Arvor, et nous diffuserons cette rencontre mardi prochain à cette heure-ci sur cette antenne. Donc voilà, venez nombreuses et nombreuses. Et donc la rencontre est à 16h30 cette rencontre sera suivie à 18h de la projection d'un film donc, distribué par Lost Film, Stella, femme libre de Michael Kakoyanis. Donc voilà. Toujours au cinéma Arvor ce week-end, mais c'est dimanche, c'est le nouveau film du dimanche soir proposé par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Et donc ce sera donc dimanche 8 à 20h15, ça sera Stand By Me de Rob Reiner. Voilà, un bien beau film, une des plus belles adaptations de Stephen King. Stéphane Roy, comme on l'appelle. Très bon film le dimanche soir. Exactement. Oui, on a quand même du goût. Hein. C'est incroyable. Voilà, sinon, demain, au tambour, donc double séance comme d'habitude. Avec à 18h15, ce sera Panique de Julien Duvivier. Et à 20h45, Monsieur Klein de Joseph Lozay. Ouais, super programme. Soirée rigolade en prévision. Super programme. Oui, très beau programme. Le Duvivier, vachement bien. Oui. Le Monsieur Klein est super aussi. Mais Duvivier, c'est toujours bien. Le Duvivier, vraiment, c'est un Duvivier bien méchant d'après-guerre, bien noir, bien pessimiste, avec des bons gens honnêtes qui sont vraiment des crevures, quoi. Voilà, eh bien, à propos de gens honnêtes, la France des honnêtes gens, voilà, c'est exactement ça. À propos de gens honnêtes qui sont aussi des crevures, à Cinémaniacs, la semaine prochaine, donc sur le campus de Rennes, le 10 mars à 20h, ce sera Team America World Police de Trey Parker et Matt Stone, un des plus beaux films d'action américains des 25 dernières années. Totalement d'actualité. Absolument, totalement d'actualité. Toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Plus que jamais. Donc la semaine prochaine, comme on ne sera pas en direct, quelques nouvelles des choses qui passeront. Ça fait très plaisir, sauf pour le premier, parce que je ne serai pas là, je ne pourrai pas le voir. Mais le 11 mars, le 14 mars et le 15 mars, vous pourrez aller voir ou revoir en salle Les Syndicats du Crime donc de John Woo et Choi Ark, le 11, le 1, le 14, le 2 et le 15, le 3. Voilà, ça fait très plaisir, notamment de revoir Le Syndicat du Crime 3 en salle. J'espère pouvoir me libérer pour voir ça. Mésestimé. Et toujours le 14 mars à l'Arvor à 16h dans le cadre de Cinévorax. Donc ce sera Les Vacances de Monsieur Hulot de Jack Tati. Plutôt pas mal. Tout est bien. Exactement. Niveau sortie nationale, demain il y a le nouveau film comme metteuse en scène de Maggie Gyllenhaal, c'est son deuxième si je ne m'abuse, donc The Bride avec Jessie Buckley et Christian Bale. Donc voilà, sur la fiancée de Frankenstein. Il y a aussi le nouveau film de Nicolas Bruno, les créateurs de messages à caractère informatif et les réalisateurs de La personne aux deux personnes avec Alter Ego, avec Laurent Lafitte, chauve et pas chauve. Qui travaille à la Cogip. J'ai vu dans la bande-annonce qu'il travaille à la Cogip. Évidemment, où est-ce que tu qui travaille voilà. Et c'est très bien. C'est très bien de faire continuer à exister le lore de la Cogip. Merci Nicolas et Bruno. Exactement, donc on vérifiera ça. Sinon, il y a un film qui s'appelle Queer avec Alexander Skarsgård qui joue un garçon, un genre de voyou un peu loupard habillé en cuir qui prend sous son aile un jeune être frêle pour lui apprendre la vie et le cul. Donc c'est à la fois queer et cuir. Exactement, queer moustache comme on dit. Queer moustache. Même s'il n'y a pas de moustache, je crois. Non, les moustaches c'est dans Marty Supprime. Ah oui, c'est ça. Ah, on peut pas, ils se partagent les moustaches, hein, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Sinon, il y a un nouveau film avec Sydney Sweeney qui voulait un genre d'avoir un rôle à Oscar, c'est-à-dire que c'est en lady, donc elle est brune et elle n'a pas de maquillage, sur une véritable boxeuse qui s'appelle Christy, comme le film d'ailleurs. Voilà, le film était un big total. Ce qui ne veut rien dire. Non, ce qui ne présume de rien. Non. Donc, la semaine prochaine sort la nouvelle comédie de Rémi Besançon, le réalisateur des premiers jours du reste de ta vie, avec Gilles Lelouch et Laetitia Casta, Les crimes du troisième étage. Il y a aussi, par contre, ça peut plus nous intéresser, le nouveau film de Andrea Di Stefano, dont on avait beaucoup aimé ici, le polar Dernière nuit à Milan, avec Pier Francesco Favino, qu'il retrouve pour le film Il Maestro. Sinon, il y a une comédie qui avait été diffusée en avant-première à Filmissimo, là, dans la semaine du cinéma italien. Exactement, il y a quelques semaines. Il y a le nouveau film, pour bien rigoler, je pense, de Laszlo Nemes, le réalisateur du Fils de Saul, qui s'appelle Orphelin. Donc un orphelin de guerre après le génocide. Voilà, ça promet encore la rigolade. La franche rigolade, ouais. Mais dans un autre genre, il y a une comédie française avec Laura Felpin et Éric Judor qui s'appelle Les Cadors. Voilà.
Et comme je sais que vous êtes ici des littéraires, des amoureux des belles lettres, donc Pascal Bonizère a sorti il y a 2 semaines son dernier film Maigret et Le Mort amoureux, et bien là il sort encore un nouveau film, Victor comme tout le monde, où Fabrice Lucchini est hanté par l'âme de Victor Hugo. C'est notre Richard Linklater à nous. En fait. On a le Richard Linklater qu'on mérite. Voilà. Donc littéraire. Voilà, exactement. Avec Fabrice Lucchini. Exactement. Donc voilà, nous reparlerons pas de tout ça la semaine prochaine, mais nous reparlerons quand même d'autres trucs dans 2 semaines en l'occurrence, pardon. Autant pour moi. Nous allons passer à la section critique de cette émission. Nous allons quitter le chaos du monde moderne pour nous diriger vers le chaos du monde d'hier, qui ressemble vachement au chaos du monde d'aujourd'hui quand même, et on va se demander si 2 plus 2 font 5. I'm a fool of moving myself at far end. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Ewan McCall avec For Loom Weaver, que l'on peut entendre notamment dans le nouveau long métrage documentaire de Raoul Peck, Orwell 2 plus 2 égale 5. On avait parlé ici de certains des documentaires précédents de Raoul Peck, notamment Je ne suis pas votre nègre et Exterminer toutes ces brutes. Donc Raoul Peck, réalisateur franco-haïtien, réalisateur à la fois de documentaires et de fiction, dont les fictions sont, je trouve, clairement pas ses meilleurs trucs. Notamment, il avait fait il y a quelques années un jeune Karl Marx dont on avait parlé ici, mais c'était il y a un petit moment déjà qui nous avait peu convaincu, je crois, mon cher Thibaut. Je sais même plus si je l'ai vu. 2017, alors si je l'ai vu, je l'ai oublié. Alors qu'Exterminé et Je ne suis pas votre nègre, je m'en souviens carrément. Son dernier long métrage documentaire en date aussi, qui date de l'année dernière, qu'on n'avait pas fait, consacré à Ernst Kohl aussi, était très intéressant, mais bon, on ne peut pas être très intéressant partout, et en s'attaquant à la figure de George Orwell, Raoul Peck essaye de montrer la pertinence de l'auteur anglais à l'ère des troubles contemporains, ce qui n'est pas inintéressant, d'autant qu'on le sait que depuis plusieurs années, Orwell, un peu comme Gramsci, a été victime de tentatives de récupération par des gens de bord idéologique absolument opposés aux siens. Je cite Jordan Bardella dans le texte. Écoutez, entre 2 pages de mon livre, je me suis arrêté pour lire 1984 et 3 petits points. Et déjà, là, tu n'écoutes même pas la suite parce qu'il n'y a rien qui va. Il y a déjà rien qui va. Il y a chaque mot problématique. Il y a effectivement récupéré notamment par des gens d'extrême droite et pas touche à George Orwell pendant des gens qui ont comme de grosses tendances totalitaristes, donc beaucoup de mouvements d'extrême droite, de gens qui chouinent la cancel culture, le wokisme. Si Orwell voyait ça, il serait terrifié. Je ne pense pas, parce que ça montre qu'ils n'ont clairement pas lu George Orwell. Orwell leur cracherait à la gueule. Ouais. Ah oui. Et donc Orwell, évidemment, l'auteur britannique, sur lequel Raoul Peck revient, à la fois donc sur son roman, évidemment, son dernier ouvrage 1984, mais il fait aussi une genre de biographie d'Orwell, et de montrer comment est-ce que ses écrits éclairent le monde contemporain. Je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant, on va dire que c'est l'aspect biographique qu'il tente de mettre en place au début, parce qu'en fait, il y a tous les propos qui sont dits dans le film en voix off par l'acteur Damian Lewis, en tout cas dans sa version originale, en fait, viennent soit de ses romans, soit de sa correspondance, ou soit de plusieurs des articles qu'il avait écrits, notamment pour la BBC entre 1943 et 1947, qui était paru en France, je crois, c'est aux éditions Champs Libre ou l'Encyclopédie des nuisances, je ne sais plus, mais sous une compile qui s'appelait Amagis, qui est absolument formidable. Tous les écrits d'Orwell sont globalement assez passionnants. Sa correspondance et son journal intime, c'est vraiment super. C'est vraiment passionnant. Ouais. Et en fait, moi, à la fois, c'est intéressant de remettre en contexte et de remontrer un peu l'importance qu'a Orwell en termes discursifs, en termes de pensée politique. Mais moi, un des aspects qui me gêne énormément dans le film, c'est que Orwell était un chroniqueur, on va dire, de son époque, et écrivait toujours en réaction aux choses qui se passaient dans le monde occidental et dans ce qui restait de l'Empire britannique, puisque donc lui, il est né en Inde, il a participé aux campagnes de Birmanie, il était soldat là-bas, il a vu toutes les horreurs. Après, il a été justement, en rentrant en Angleterre, il est devenu clochard parce qu'il ne voulait plus participer à ce monde-là de la classe moyenne anglaise de laquelle il vient. Il est devenu auteur, il est devenu journaliste, notamment pour la BBC, dont il est parti à la fin des années 40, avant de devenir auteur de fiction, enfin plus de fiction, plus que de chroniques ou de commentaires politiques et puis sociaux. Mais
Peck en fait veut en faire un prophète où tout ce qu'aurait dit Orwell correspond à l'époque moderne, ce que je trouve un peu facile, et en fait il fait de genre de tautologie avec les écrits d'Orwell, ce que je trouve un peu déplacé. Effectivement, il y a des choses, il y a des correspondances, notamment dans 1984 et dans La ferme des animaux, parce qu'il use le biais de la fable et qui fait en fait avec 1984 de la fiction spéculative, plus que de la science-fiction d'ailleurs, de la fiction spéculative, ce qui évidemment peut se raccrocher à des événements ou à des comportements présents ou même on va dire de l'ère contemporaine, mais je trouve ça un peu maladroit et finalement ça dessert un peu son propos, ça dessert aussi l'écriture d'Orwell parce qu'il fait des genres de montage entre ces différents textes, alors qu'on sait qu'évidemment un texte littéraire, l'intérêt, la question c'est sur le temps complet, sur la lecture entière et pas juste par des extraits, parce que finalement un extrait, vous le savez bien, on peut en faire dire absolument ce qu'on veut. Donc je trouve ça un peu dommageable la manière dont il manipule Orwell et son verbe, parce que je trouve que ça amoindrit sa pensée. Et finalement, de vouloir raccrocher ça absolument à des événements contemporains, ça dessert aussi sa force discursive. D'autant qu'il use d'un montage qui justement sera un genre de sous Adam Curtis en voulant mélanger plusieurs régimes d'images, à la fois des images de sources d'anonymes qui viennent d'Internet, des reportages télé, des films de fiction, certains qu'il source et d'autres non. Pourquoi, je ne sais pas non plus, mais ça donne en fait un globi-boulga d'images où, comme disait Lucille Como sur France Q, c'est ce genre de documentaire qui participe à hurler son propos, mais qui finalement devient inaudible. Thibaut. Oui, c'est vrai que le film... Alors moi j'avais beaucoup aimé Je ne suis pas votre nègre et Exterminer toutes ces brutes, et c'est vrai que c'était deux documentaires qui étaient absolument passionnants, qui me paraissaient être très complets et qui faisaient vraiment le tour de la question, ou plutôt des questions que Raoul Peck voulait soumettre à lui-même et aux spectateurs. Et ici je suis d'accord avec toi Thomas, j'ai ressenti un petit peu la même chose. J'y ai vu quand même beaucoup de facilité parce qu'il suffit d'avoir lu, alors peut-être pas tout Orwell, mais tu as lu La ferme des animaux et tu as lu 1984. Je pense que c'est facile d'établir les correspondances avec le monde contemporain. De toute façon, il est cité à tire-larigot par tout le monde, absolument tout le monde. C'est d'autant plus facile que le totalitarisme, il change pas de nature en fait. Avec le temps. Oui. Le totalitarisme, il se pratique exactement de la même manière aujourd'hui qu'il y a 100 ans, qu'il y a 200 ans. Enfin, ce sont les méthodes qui changent. Voilà. Oui, voilà. Mais il y a des actualisations, mais il n'y a pas de... Ouais, en effet, c'est vrai que comme toi, je trouve que ça a amoindri en effet le propos orwellien. Après, le film a le mérite d'exister et a le mérite de, s'il est vu par des personnes qui n'ont ni lu Orwell et qui ne connaissent ni le travail cinématographique de Raoul Peck, peut permettre à des spectateurs soit d'enclencher sur une littérature, soit d'enclencher vers ce cinéma. C'est vrai qu'on en parlait en off. Quelle est sa cible du coup ? Exactement, sauf que quelle est sa cible ? Parce que les personnes qui vont voir un film de Raoul Peck, elles connaissent 1980, elles connaissent George Orwell. Et les personnes qui connaissent George Orwell, généralement, peuvent connaître Raoul Peck. Donc en fait, on est comme si c'est pas que le film se tire une balle dans le pied ou le serpent qui se mord la queue, mais en fait, on est un peu comme dans une espèce de ruban de Möbius où en fait tout... Ça tourne, en fait, en gros, ça tourne un petit peu en rond et je suis pas convaincu que le film arrive à convaincre justement quelqu'un. Parce que les amateurs de Raoul Peck, documentariste, vont trouver ça un peu faiblard. Les amateurs de George Orwell vont trouver ça un peu facile. Et les amateurs ni de l'un ni de l'autre ne vont pas aller voir le film. Donc en fait, je trouve ça... Je trouve que c'est dommage parce que ni Orwell ni Raoul Peck ne méritent ça. En revanche, il y a quelque chose qui est intéressant. Déjà, il y a un travail. On ne peut pas nier la sincérité du projet. Parce que je pense que Raoul Peck est... Parce que le documentaire est dense quand même. Il fait 2 heures, mais ça part un peu dans tous les sens. Mais après, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais je pense que Raoul Peck déjà aime le travail documentaire. Il aime, peut-être qu'il a vu, en effet, moi j'ai pensé à Adam Curtis. Peut-être qu'il est admirateur du travail d'Adam Curtis. Mais moi je vois plutôt ça comme une espèce de déclaration d'amour, en fait, au final, à George Orwell. La chose, bien entendu, est facile parce que tout le monde aime George Orwell.
au final. Surtout ceux qui ne l'ont pas lu. Mais j'ai trouvé ça bien, en fait, de revenir un petit peu sur son passé, de faire une espèce de biographie, de biographie montée comme une autobiographie, parce que, comme tu disais... D'autant qu'en plus, à un moment, j'ai eu peur, parce qu'ils zappent l'épisode de la guerre d'Espagne avant d'y revenir après, qui est quand même un événement extrêmement important et fondateur dans la littérature d'Orwell. C'est le moment où il a définitivement rompu avec le marxisme. En fait, voilà. Donc, avec les cocos, pas avec les marxistes. Lui, il était plutôt proche des anarchos. Hein, le POUM, en fait. Voilà, parce que, la trahison des staliniens et le fait que les marxistes anglais ont soutenu cette trahison, c'est ça, en fait, qui l'a complètement éloigné du Parti communiste dont il était en fait, Orwell, quand proche, il s'est engagé dans la guerre d'Espagne, donc avec les forces républicaines, il était au sein des forces du POUM de Andronin, donc Parti ouvrier d'unification marxiste, qui avait quand même de très bonnes bases avant, qui était en train de gagner la guerre contre les franquistes et contre les nationalistes, et les mouvements anarcho-marxistes ont sciemment été sabordés d'après les ordres de Moscou. Donc, ce qui m'a intéressé le plus, en fait, il y a eu un truc chelou là. C'est la voix de Staline qui nous enjoint au silence. C'est l'œil de Moscou qui nous dit silence. Donc voilà, c'est plutôt cette dimension peut-être plus intime l'intime entre Raoul Peck et George Orwell qui m'a le plus plu ou le plus emballé, parce que j'y ai ressenti peut-être quelque chose de nouveau, ou du moins que je ne connaissais pas chez Raoul Peck. Mais le film se suit bien entendu sans déplaisir. Est-ce que c'est toujours bon de revoir, de repenser le monde contemporain? Peut-être, mais on est tellement saturé de saloperies qu'on peut être fatigué, l'espèce de fatigue militante qui existe. Voilà. À voir, mais voilà. Pas avec modération, mais disons que Raoul Peck a fait tellement mieux, des choses tellement plus profondes et tellement plus passionnantes. Docteur, formellement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pas détesté le film du tout. C'est vrai que effectivement, c'est pas vraiment qu'on l'a détesté, c'est juste que je m'attendais à plus. Il y a plus. Moi, l'impression que j'en ressors, c'est l'impression d'avoir un peu, c'est un peu une illustration de l'expression qui trop embrasse mal-étreint. C'est-à-dire que à force de vouloir faire tirer tout sur Orwell, qui est quand même un gros morceau, hein, Orwell, hein, c'est pas c'est pas en termes, et je parle même pas de littérature militante, hein, je parle de littérature et de politique dans la littérature. C'est pas un petit auteur, hein, Orwell, c'est pas un auteur secondaire, c'est un des grands auteurs du XXe siècle. Même s'il n'a pas écrit beaucoup, mais c'est un des grands auteurs, anglais, et en tout cas c'est un des grands auteurs britanniques du XXe siècle. C'est un de ceux qui a le mieux qui a compris et qui a réussi à transformer ça en fiction, qui a compris la nature même du totalitarisme, qu'il soit de gauche ou de droite, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un personnage qui a développé une forme d'humanisme, qui est une forme d'humanisme qui, moi je trouve, a tendance à être un peu battue en brèche aujourd'hui. Une forme d'humanisme universaliste, effectivement, égalitariste, internationaliste, mais qui a du mal à s'insérer effectivement dans un monde aujourd'hui où chacun finalement est dans ses buts politiques, militants, et où chacun prêche finalement pour sa paroisse. Ce qui, moi, me semble toujours un peu rentrer en conflit. Après, ça c'est mon opinion. Hein, mais la convergence des luttes n'est clairement pas. Ça me semble de plus en plus compliqué d'envisager une convergence des luttes dans la mesure où chacun est prisonnier finalement de son précaré politique, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, mais voilà, et où il peut avoir du mal à s'ouvrir, ou ça peut être rendu difficile de s'ouvrir à d'autres choses, qui, à mon avis, est un peu contradictoire avec ce qu'a fait Orwell. Donc le problème de ce film-là, c'est peut-être une question de format. C'est-à-dire qu'en regardant le film, je me suis dit, mais en fait, ça aurait peut-être plus été le sujet pour, par exemple, une mini-série de 6 fois 1 heure. Comme Exterminer toutes ces brutes. Ouais, de 6 fois 1 heure, parce que en 6 fois 1 heure, il aurait pu faire un épisode sur la guerre d'Espagne, un épisode sur 84, un épisode sur la ferme des animaux, un épisode sur la période birmane, où il y a plein de choses à dire sur chacune de ces périodes. Et en fait, à vouloir tout mélanger et à vouloir tout compresser en fait en 2 heures,
eh ben, on a parfois un peu de mal, si on connaît pas Orwell, on a un petit peu de mal à voir la manière dont Orwell progresse intellectuellement pour en arriver à dire ce qu'il dit et à écrire ce qu'il écrit. Et oui, on a l'impression qu'il switch comme ça. Voilà, il y a des indices, il y a des indices, mais voilà, moi qui ai lu un petit peu de Orwell, moi c'est un auteur qui est assez cher à mon cœur, hein, donc moi je voyais bien, voilà, quand il parle de la période Birman, je sais de quoi on va me parler. Je sais voilà, c'est des bouquins que j'ai lus, c'est pareil dans la Dèche à Paris, à Londres, voilà, c'est-à-dire que c'est l'expérience de l'injustice qui fait que ce mec-là devient de plus en plus humaniste, alors qu'il vient d'un milieu petit bourgeois assez classique, assez traditionnel. Match de la Catalogne, qui est pour moi peut-être un de ses plus beaux écrits. Exactement. Et voilà, la guerre d'Espagne, etc. Donc sans doute qu'il aurait fallu peut-être plus de temps, et peut-être plus séparer, en fait, ces différents... Alors je sais pas s'il aurait fallu plus séparer, mais là, du coup, à les mélanger, en fait, si on n'est pas trop familier d'Orwell, c'est pas facile de s'y retrouver, en fait. Ce qu'il fait formellement, c'est de mélanger plusieurs événements, plusieurs époques, comme s'il voulait faire des correspondances, des choses qui se répondent, sauf qu'en enlevant tout contexte aux événements qu'il montre par le prisme de ces images d'archives, finalement, je trouve aussi qu'il évite de leur substance et de l'importance temporelle et contextuelle qu'elles ont. Ouais, et puis alors il y a un autre aspect aussi, moi il y a des parties que j'ai bien aimées. Hein. Moi j'ai bien aimé justement les extraits de son journal. Le rapport notamment entre l'écriture de 1984 et le fait qu'il est malade. Collé dans un sanatorium en Écosse. Et ça, je trouve j'aurais aimé presque en avoir plus là-dessus, sur comment est-ce qu'un homme qui est en train de se dire qu'il va peut-être mourir, met tout en fait dans un roman pour synthétiser en quelque sorte son dégoût en fait du totalitarisme, son dégoût de l'autoritarisme. Et que la violence de 1984, ça a aussi à voir avec lui, son expérience de la violence et son expérience du mal, de la maladie, de la douleur. Enfin voilà, il y avait peut-être une voix peut-être un peu trop psychologisante, mais il y avait une voix à mon avis explorée. Alors qu'en plus il le fait, une voix psychologisante au début justement en disant qu'il veut expliciter un peu l'œuvre par le prisme du parcours personnel. Sauf que pareil, du coup, il l'abandonne un peu en cours de route. C'est ça le truc. Et pareil, moi j'ai bien aimé la partie justement sur les extraits de films, mais là aussi j'aimerais en savoir plus, parce que moi j'ai reconnu, alors moi je connaissais pas toutes les versions, celle avec Peter Cushing, je la connaissais. Sur différentes adaptations de 1984, il y en a avoir 4 ou 5 je crois. Il y a celle de 1984. Celle de Michael Radford qui est la plus connue. Qui est ressortie chez Rimini il y a 1 an et demi. Et la version des années 50. Voilà. Et là, j'aurais aimé aussi en savoir un peu plus, justement, pourquoi est-ce que la télévision britannique, le cinéma britannique, a tel moment produit ça. La version avec Peter Cushing, c'est une version qui date de la fin des années 50, début des années 60, donc assez récente par rapport au roman lui-même. Et c'est intéressant de voir que c'est pas produit par... Je me demande même si c'est pas produit par la Hammer, en fait, cette version-là. Je dis peut-être des bêtises, hein. Mais voilà. Mais j'aimerais en savoir plus, moi, parce qu'il y a des versions télévisées, il y a des versions visiblement qu'on a plus ou moins comme de la dramatique en direct. Et pareil, je pense qu'il y aurait eu quasiment un film à faire entier sur 1995 et ses représentations à l'écran. Sur pourquoi est-ce qu'à tel moment on décide de refaire une adaptation du roman. En quoi c'est pertinent, quoi. Évidemment, il prend du coup aussi d'autres illustrations un peu faciles quand il parle de la surveillance généralisée des corps et des mouvements, vers les extraits de manière à Thierry Porte. Évidemment, il cite Le Brésil de Terry Gilliam, qui est une adaptation non officielle, en tout cas très largement inspirée. Dont le titre original aurait dû être 1984 et demi. Oui, bon, déjà, effectivement. Donc un mélange de Fellini et de George Orwell. Oui, mais tu vois là, par exemple, alors la version de 84 avec Peter Cushing, c'est un téléfilm de la BBC. Ouais, c'est une version, c'est pas de 80. Enfin, oui, c'est la version de 84, mais je sais plus de quand elle date du milieu des années 50 ou fin des deuxième moitié des années 50, peut-être un peu plus tard. Première diffusion le 12 décembre 1954. Ouais, donc assez tôt quand même, quoi. C'est à moins de 10 ans après la publication du roman. C'est vrai que quand tu... Et pareil, le roman, quelle importance il a ? Est-ce qu'il a marché ? Est-ce qu'il a pas marché ? Qui l'a lu ? Ouais, ça on n'en sait rien en fait. C'est comme si le 1984, alors que le film ne s'appelle pas 1984, il s'appelle Orwell. Enfin, après, c'est quand même l'œuvre matricielle, mais tu dis, oui, voilà, en fait, on a comme rien si le roman était devenu directement un monument. Un concept. En fait, c'est un concept maintenant. C'est même plus une œuvre littéraire. C'est un concept. Alors que je suis d'accord avec toi, il y a un lien entre l'écriture du roman et sa maladie qui est soumis par Raoul Peck, mais on n'en apprend pas plus que ça. Pourquoi on cite en effet Terry Gilliam, mais Terry Gilliam, on l'entend pas parler. Enfin, quel est le rapport entre Brésil ? Enfin, il y a des choses à voir.
Ken Loach pour La guerre en Espagne, bon, Land of Freedom, ça fait un peu tarte à la crème. Ouais, après, c'est un bon film, mais c'est vrai que c'est un peu... Oui, c'est un peu facile dans les extraits. Voilà, c'est un peu facile de convoquer... Parce que après, il y a peut-être des histoires de droit aussi. Après, oui, bien sûr. Mais les cinéphiles ou les personnes qui s'intéressent au cinéma savent que Terry Gilliam et Brasil, bon, ça a un petit peu à voir. Ken Loach et Land of Freedom, La guerre en Espagne, bon, allez, ça a un petit peu à voir. T'as un peu l'impression qu'il a pris... chercher ailleurs, quoi. T'as un peu l'impression qu'il a pris la fiche Wikipédia Orwell et onglet film adapté ou basé sur... Ouais, alors, justement, il y aurait eu des passerelles intéressantes à faire. C'est-à-dire, par exemple, partir de 1984 pour aller voir, par exemple, du côté d'Invasion Los Angeles et de voir comment est-ce que le look des affiches d'Invasion Los Angeles a été repris par Obey, et aujourd'hui, ça se retrouve sur des t-shirts, donc qui sont vendus, qui font partie du système capitaliste et qui sont d'ailleurs, qui marchent d'ailleurs plutôt bien. Et les gens portent des t-shirts Obey sans savoir que ça se réfère à la fois à John Carpenter et à la fois à George Orwell. Donc, la perte de sens par la récupération capitaliste de l'œuvre d'Orwell, ça, il y a tout un sujet là-dessus aussi. Quoi. Et moi, alors par contre, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est de revenir au texte. Ça, par contre, j'ai trouvé ça bien. Moi, les citations d'Orwell, la correspondance, les extraits de texte qu'il utilise. Effectivement, il manque peut-être un petit peu de contextualisation pour être totalement pertinent, mais par contre, j'ai apprécié d'entendre à nouveau la langue d'Orwell, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un espèce de lieu commun de dire « Ah, ben on est en plein George Orwell », et puis bon, tout le monde parle de ça, puis en fait, personne n'a rien lu. Parce qu'ils ont juste lu la 4e de couverture. Ouais. Alors qu'en fait, Orwell, c'est pas une grosse œuvre, mais c'est une œuvre où tout est important, voilà, où tout est important, et qui a un super style, en fait, quoi, qui a vraiment une qualité d'écriture qui fait honneur à la langue anglaise, quoi. Très bien traduit en français en plus en général. Et c'est marrant de voir aussi, par exemple, tu vois, il y a un gros différentiel entre le Royaume-Uni et ici. En fait, ici, nous, ce qu'on connaît, c'est l'affaire des animaux et 1984. Mais si tu vas dans une librairie en Angleterre, j'ai fait le test pas plus tard que l'année dernière en Irlande, t'as des versions poche à pas cher, en fait, de tous les textes d'Orwell. Donc, tu peux trouver tout Orwell et acheter ça pour pas cher, en fait. Chez Penguin Book. Exactement. Et voilà, donc ce qui montre, voilà, et c'est intéressant de voir comment ce mec c'est un classique. Comment ce mec qui est un vrai auteur politique et un vrai auteur contestataire est devenu aussi quelque part une norme. Et là, il y avait, je sais pas, moi je trouve qu'il y a plein de trucs hyper intéressants. Sur la récupération de la révolution, sur comment le capitalisme digère sa propre critique. Et ça, je trouve que c'est totalement passé à l'as, alors que ça fait partie. C'est quelque chose que Orwell aussi a travaillé, et en fait, du coup, Oui, qu'il a beaucoup discuté, la question de la récupération. Donc en fait, tu dis, idéologies contraires à celles du pouvoir. C'est comme s'il manquait des rouages pour bien. Alors, il veut nous faire comprendre Orwell, mais il manque quelques rouages pour aller sur quelque chose de. Alors, pas d'exhaustif, parce qu'on va pas aller jusque-là, mais comme il avait fait avec Exterminer toutes ces brutes, quoi, qui est une série, mais absolument, mais monstrueuse. Sur les ravages de l'esclavage, et puis du colonialisme. Et là, en fait, t'as dit, un peu le cul entre deux chaises. En fait, t'as un petit peu le cul entre deux chaises, et je trouve ça dommage. Et je pense que pour moi, c'est plutôt une histoire de format. Alors, est-ce que c'est lié à des conditions de production? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'un jour il y aura une version longue qui serait plus développée, qui rentrerait plus dans les détails? Bon, mais je pense qu'effectivement, une mini-série de 6 épisodes d'1 heure, à mon avis, aurait permis, je pense, de creuser beaucoup plus le sujet. Ça paraît quand même bizarre, venant de Raoul Peck, qui sort quand même d'une série documentaire qui avait quand même marché, qui avait fait son petit effet, se retrouve... On peut être bon tout le temps, Thibaut. Ouais, mais regarde tu sais oui, mais tu sais que ce cinéaste est un cinéaste ambitieux, qu'il a des choses à dire. Il a des choses à dire. Et là, il est un peu écrasé. Et là, il est un peu écrasé. Alors... Autant avec James Baldwin, moi j'avais trouvé qu'il s'était bien mis au niveau du sujet. Et là, j'ai l'impression qu'il est un peu écrasé par le sujet, en fait. C'est-à-dire qu'Orwell est un peu, quelque part, pas trop gros ou trop, une espèce de côté un peu impressionnant, ou un peu, justement, de statut du commandeur à laquelle il faut pas toucher, ou à laquelle il faut... Alors, est-ce que c'est une forme de pudeur? Alors, peut-être, je sais pas. Orwell, pour le coup, je pense que ça leur aurait pas dérangé qu'on l'attaque. Mais... Non, ou qu'on questionne tout simplement, je veux dire qu'on aille sur son travail pour questionner. Enfin voilà, moi je trouve ça bien aussi, quoi. Enfin donc voilà, donc c'est vrai que je trouve que le film est utile dans le sens où il permet quand même de remettre des mots en fait dans la bouche d'Orwell et de nous ramener en fait un peu au texte et nous inviter à relire les textes d'Orwell ou à lire les textes d'Orwell plutôt qu'à juste le citer pour faire malin dans les dîners en ville, quoi. Tu vois, où justement comme Gramsci, voilà, c'est bien, quoi. Tu vois, ça fait chico, ça fait le mec de la culture, quoi, de dire oui,
oui, vous savez, George Orwell. Voilà. Bon. Eric Blair de Sauvaillon. Non, mais voilà, c'est ça, quoi. Je veux dire, alors que tu as juste lu la fiche Wikipédia du type, quoi. Je veux dire, et que comme ça, tu te la racontes. Voilà. Et effectivement, dans un monde où je trouve qu'on galvaude beaucoup, moi, le nom d'Orwell, en le mettant un petit peu à toutes les sauces. Voilà, c'était bien de revenir au texte. Et la partie, je trouve, la plus intéressante pour moi, ça a été ça, et puis le rapport au cinéma, mais que j'aurais aimé être plus creusé. Voilà. Donc Orwell 2+2 = 5 de Raoul Peck, encore dans les salles. On va continuer à parler politique, tenir la ligne, assumer qui l'on est et suivre sa propre voie. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Fleetwood Mac avec Go Your Own Way que l'on peut entendre donc dans Ella McKay, le nouveau long métrage de James L. Brooks, 15 ans après son dernier long métrage en date pour le cinéma, donc Comment savoir, How Do You Know, qu'on avait traité ici dans cette émission, oui, mais qui avait été très maltraité, notamment à cause de sa VF absolument déplorable à l'époque. Quel film? Comment savoir? Ah oui, moi j'étais resté sur Pour le pire et le meilleur avec Jack Nicholson, qui est un super film. Un film pour lequel Jack avait eu son 3e Oscar en 1997. Jack Nicholson est parfait dans ce film-là. Et donc James L. Brooks, on le connaît comme étant un des maîtres de la comédie américaine, évidemment co-créateur des Simpsons avec Matt Groening, mais qui tout au long des années 70, 80 et 90 a écrit une palanquée et réalisé aussi plusieurs films d'une finesse d'écriture absolument imparable, et c'était un peu un des maîtres, on va dire, d'une certaine frange de la nouvelle comédie américaine au début des années 2000, notamment de Judd Apatow, qui se réclamait comme globalement de deux personnes, de James L. Brooks et de Albert Brooks, avec qui James L. Brooks a aussi travaillé. Ça fait beaucoup de Brooks. Aucun lien. Ouais. Fils unique. Et donc James L. Brooks, 15 ans sans faire de film, il est revenu donc aux USA en fin d'année dernière avec donc Ella McKay, qui est un film qui se déroule en 2008, juste au début de la crise des subprimes, dans lequel la jeune, je sais pas comment on dit, vice-gouverneur, vice-gouverneur, donc en fait va gouverneur suppléante, quoi. Gouverneur suppléante va justement suppléer au gouverneur de l'État qu'elle va remplacer parce qu'il est amené à d'autres et plus hautes fonctions dans le gouvernement américain, donc sous l'administration de Barack Obama. Et donc cette jeune gouverneure, la plus jeune de l'État, la plus jeune du pays, elle doit avoir 32 ou 34 ans, je crois, va donc vivre ses premiers jours en tant que gouverneur. Évidemment, un genre de scandale intime et privé va rejaillir sur sa prise de fonction. Et donc Ella McKay est incarnée par la jeune Emma McKay, même d'ailleurs que James L. Brooks s'est demandé s'il n'allait pas changer de titre du film une fois qu'il avait casté l'actrice, parce qu'il s'est dit que ça faisait quand même un peu trop proche. Ella McKay, Emma McKay. Et donc avec ce film-là, James L. Brooks finalement continue en fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire des films écrits au cordeau avec des dialogues absolument imparables et magiques, mais notamment dans le contexte actuel d'un anachronisme total, parce qu'on en parlait en off avec Thibaut avant le début de l'émission. Ça sera un mélange entre Lumet et Frank Capra, où le personnage principal est empreint d'un certain idéalisme politique qui est à la fois donc totalement, qui détonne absolument dans le contexte actuel, en tout cas des 20 dernières années, et même de toute façon en 2008 c'était déjà même au sein de même au sein de sa propre administration, oui. Elle détonne, elle saoule tout le monde. Elle détonne, donc à la fois truc de très anachronique et en même temps de je vais pas dire frais, ça ferait bête, mais en tout cas une certaine candeur à la Capra qui, je trouve, participe à l'intérêt du film. Oui, Thibaut. C'est clair que le film, tu m'étonnes que le film n'ait pas marché aux États-Unis, alors que James L. Brooks c'est quand même le co-créateur des Simpsons. Qui continue à écrire pour les Simpsons. Pour le pire et pour le meilleur, en 97, si je ne m'abuse, un truc comme ça, a été un carton cosmique aux États-Unis. Voilà, James L. Brooks est une figure tutélaire de la comédie américaine, qui est la comédie élégante. Et c'est exactement le terme que j'allais employer. C'est quelque chose d'élégant, avec une science... Un peu à la Preston Sturges, moi, je trouve. Ouais, une science ce petit côté-là. Moi. Ouais, une science du verbe qui est absolument délicieuse. Voilà. Sans méchanceté non plus. Sans méchanceté. Sans cruauté. Voilà, sans cruauté. Alors, d'autres pourraient trouver ça complètement chiant. Hein, et franchement, je l'entendrai. Mais il faut dire que ça fait du bien quand même de voir ce film-là
au regard de ce qui se passe actuellement, ou même en fait, oui, depuis 2008 aux États-Unis. Et c'est vrai que le film, c'est quoi ? En effet, bien entendu, tu penses dès le début, tu penses à Sidney Lumet, parce qu'il y a ces plans sur la gouvernance américaine ou ces bâtiments fédéraux, où tu dis il y a quelque chose de sérieux qui se passe là, il y a quelque chose, il y a un esprit qui se passe dans ces bâtiments. C'est un petit peu c'est le début, c'est l'introduction des 12 hommes de 12 hommes en colère, mais on va pas non plus écraser les personnages. On est dans quelque chose de résolument pas optimiste, mais on a une vision. Il y a une destinée manifeste qui se propose dans ces bâtiments-là. Mais qui est républicaine et qui n'est pas religieuse. Oui. Parce que l'État dans lequel se passe le film n'est pas nommé, mais ça ressemble plutôt à des États-Unis du Sud, on va dire la Virginie, des trucs comme ça. Et alors, Lumet, Capra, pour un petit peu le parcours de cette héroïne qu'on pourrait, Madame Smith au Sénat, ça aurait pu être ça. Et bien entendu, dans tout ce décorum idéologique, il y a bien entendu la figure de John Ford aussi qui peut revenir là-dessus, dans cette destinée américaine qui se joue à ce niveau-là. Mais néanmoins, le film est anachronique, le film est beau, on a directement une empathie pour cette jeune gouverneure. Emma Mackey est absolument prodigieuse. Il y a 20 ans, ça aurait été Julia Roberts. Oui, probablement. Ouais. Oui. Parce que c'est vraiment un rôle... c'est vraiment... Brockovich. Moi, j'ai vraiment pensé à... Je me suis dit, c'est marrant, le film aurait été réalisé dans les années 90, ça aurait été Julia Roberts. Voilà. Parce ça n'aurait pas déconné. Voilà, il y a cette espèce d'intelligence, de sympathie immédiate qu'elle a aussi, elle. Il ne faut pas voir le film comme d'une tendre naïveté ou d'une espèce de naïveté tendre passion, pour reprendre le premier film de James L. Brooks. De tendre passion, parce que un film de James L. Brooks, tu as l'impression en fait que c'est léger, mais alors que pas du tout, parce que politiquement en fait, on nous rappelle quand même ce que auraient dû être les États-Unis ou ce que pourraient être les États-Unis le fondement de la démocratie américaine normalement. Voilà. Mais à côté de ça, et c'est un petit peu le final du film il nous raconte aussi ce que c'est une méchanceté et non pas une cruauté, comme tu disais tout à l'heure, Doc, ce que c'est la méchanceté individuelle. Mesquinerie. La mesquinerie individuelle, alors des luttes de pouvoir, des luttes de couple. Elle a quelques tocards autour d'elle. Son mari, c'est bien un bon gros tocard. Quand même. Il est super, un acteur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais des luttes familiales. Jack Lowden. Mais du coup, tout ça s'imbrique, je trouve, assez parfaitement. Parce que, bien entendu, vu qu'on est dans un film de James L. Brooks et vu qu'on est dans un rapport idéologique assez puissant, tous les méchants, en gros, vont être mis à l'as par la morale de ce personnage, par la volonté politique de ce personnage et surtout par cet amour du vivre ensemble. Voilà. Parce que toutes les personnes qui viennent parasiter un petit peu sa prise de fonction ne pensent qu'à leur gueule. Avec son père joué par Woody Harrelson qui joue un fief et connard. Voilà. Il y a son mari, il y a son père. Sa belle-mère. Alors la belle-mère c'est quelque chose, on l'a pas beaucoup, mais alors la belle-mère c'est quelque chose. Même le gouverneur finalement. Le gouverneur c'est pas, le gouverneur c'est pas fou, son frère c'est pas foufou non plus. Il y a sa tante. Et il y a son chauffeur. Qu'elle a été très content d'être là. Voilà. Et il y a son chauffeur en fait qui vont rappeler, imbriquer un petit peu ce que doit être aussi une communauté, pas un melting pot, mais ce que c'est une communauté américaine et une solidarité et une espèce de vivre ensemble. Fordien quoi. Non, puis il y a l'idée. Donc en fait c'est totalement fordien. Et puis il y a quand même l'idée de la responsabilité. C'est-à-dire que quand tu es un dirigeant politique, tu es responsable de l'avancée de l'avancée des choses quoi. Et le personnage. Voilà, et le personnage de Emma Mackey, au fait, elle a une idée fixe, qui est de faire passer une loi pour les jeunes mères, et notamment pour les mères célibataires. Et on lui oppose plein d'excuses pour lui dire bah non, mais c'est pas le moment, on peut pas, ça va les coupes budgétaires. Voilà, les coupes budgétaires, ça va diviser les gens, etc., etc. Et elle, mine de rien, elle trace son sillon. Elle tient sa ligne. Elle tient sa ligne. Et moi, il y a un truc qui, à la fois, est un ressort comique, mais qui, moi, je pense, est assez sincère de la part de James L. Brooks, c'est l'idée que quand on est un homme ou une femme politique,
on n'est pas censé être glamour, on n'est pas censé être sexy, on est censé être chiant, parce que c'est compliqué. On est Jospin. Voilà, parce que c'est compliqué de diriger la vie publique, et que diriger la vie publique, c'est pas un spectacle, c'est un métier. Et moi, je trouve, par exemple, il y a une scène, moi, je trouve que toutes les scènes, en fait, elle a la réputation, en fait, tout le monde la fuit, en fait, dans le truc, et elle s'en rend pas compte, parce qu'en fait, tout le monde la trouve chiante. Et tout le monde trouve donc elle fait des réunions qui durent des heures et des heures et des heures, parce qu'elle déplie tous les problèmes, elle essaye d'envisager toutes les solutions, et les gens, ils en peuvent plus, en fait, de ça, parce qu'ils voudraient que ça aille vite, quoi. Sauf que ça nous rappelle que c'est aussi une éloge de la lenteur en politique, et non pas de la réaction au buzz ou c'est vraiment d'avoir des idées qu'on veut établir, et de creuser le sillon jusqu'à ce qu'on arrive à parfois de manière d'ailleurs un peu détournée, jusqu'à ce qu'on arrive à ses fins, et sans pour autant trahir le citoyen, justement, sans pour autant d'une part profiter de son argent, et ce que font pas son mari, et ce que fait pas le petit flic dans la voiture qui veut se faire payer des heures supplémentaires, alors qu'en plus ils sont en pleine crise gouvernementale et exactement. Et là il y a des moments où il y a des super dialogues. Là il y a un super dialogue avec donc le chauffeur de l'héroïne, où le mec il dit ouais mais moi je suis nul, mes enfants je les vois le week-end prochain, faut que je puisse leur payer des trucs, et au bout d'un moment le mec il lui dit mais arrête, de quoi tu me parles quoi. Je vais les emmener au parc, balance une balle à ton fils et dis-lui que c'est bien quoi. Je dirais ça suffit en fait quoi. Je veux dire ça te coûtera rien du tout en fait, sauf l'énergie d'être un père, d'être responsable de ta propre paternité. Donc cette responsabilité elle est valable au niveau intime, elle est valable au niveau politique. Et à côté de ça, il y a par exemple une image moi qui m'a fait vachement rire et que j'ai trouvé super. C'est qu'à un moment donc il y a un plan d'ensemble où elle est dans une espèce de bibliothèque en train de faire une réunion qui dure depuis des heures et des heures et des heures, où tout le monde en peut plus quoi. Les gens autour d'elle, elle continue à parler sans se rendre compte et tout le monde en peut plus. Et il y a une femme qui est juste à côté d'elle, qui est avachie sur sa chaise et qui a un filet de bave qui lui coule le long des commissures des lèvres. Et franchement, quand j'ai vu le truc, je me suis dit comment est-ce qu'il a fait pour que le filet de bave soit visible du spectateur alors que c'est un plan d'ensemble. Et j'avoue qu'alors là, je veux qu'on m'explique l'effet spécial, parce que franchement, j'ai arrêté ma télé pour dire c'est de la bave numérique. Non, pour dire et je me suis dit mais c'est moi qui vois un filet de bave. Et en fait non, le personnage féminin se réveille et s'essuie la bouche. Donc ça veut dire que c'est pas moi. Et j'ai trouvé que c'était un petit détail cartoonesque, mais de très bonne aloi. Moi ça m'a fait bien rire. Après j'ai trouvé que la sous-intrigue avec son frère qui est agoraphobe, au bout d'un moment déséquilibre un peu le film, parce qu'au bout d'un moment il y a deux histoires finalement, et en fait moi j'avais quasiment hâte qu'on revienne à elle en fait, et je trouvais que le frère, c'est pas nul mais c'était moins intéressant. Moi, ça m'intéressait moins. Je pense que c'est pour montrer quelque chose c'est pour montrer vraiment l'ensemble des dysfonctionnements qui ne lui permettent pas d'avancer et de mener sa fonction et la réflexion qu'elle a sur cette loi à terme. Donc c'est vrai que peut-être que le père, la figure du père aurait peut-être... du frère. La figure du père aurait peut-être suffi par rapport aux dysfonctionnements familiaux, surtout qu'il est contrebalancé par la tante. Ici, au final, mais au final, le frère, en fait, les séquences du frère ne sont contrebalancées en fait par rien du tout. Donc en effet, je suis d'accord avec toi sur ce côté un petit peu. Je trouve que c'est un peu plus faible, un peu déséquilibré. Juste un petit truc qui m'a gêné aussi dans la première partie du film, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de de-aging sur les flashbacks. Et moi j'avoue que j'arrive pas à m'y faire, c'est-à-dire que ça donne, les peaux sont tellement lisses en fait, moi je vois plus que ça. En fait je vois plus que ça, et ça m'a un peu freiné. En fait j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le film, et j'étais content quand on est arrivé au présent. D'autant que James Ellsworth, il a pas vraiment le budget de James Cameron non plus, je pense, pour réussir ce genre de c'est un petit peu dommage, et en même temps je vois pas trop comment est-ce qu'il aurait pu faire autrement, mais ça c'est juste c'est un petit frein personnel où j'ai encore un peu du mal moi avec cette histoire de de-aging. Je trouve que ça déréalise en fait le corps humain et les visages des humains, et du coup ça rentre un peu en conflit avec les émotions qui sont censées exprimer. Voilà. Mais sinon, Sinon, ça c'est une petite réserve. D'autant que le film s'inscrit quand même du coup vraiment dans un cadre vraiment réaliste, et cet aspect justement de rajeunissement donne un côté presque déréalisé aux scènes de flashback avec Rebecca Hall et avec... oui, c'est vrai qu'il y a Rebecca Hall aussi, qui joue pas beaucoup malheureusement, mais qui est très bien. Moi j'aime beaucoup cette actrice. Voilà. Et en fait, tout le monde, et c'est là aussi, c'est qu'il y a quand même un super castoche super castoche de super acteurs jusqu'au moindre second rôle. Les mecs sont contents de venir juste parce qu'ils savent qu'ils auront des bons dialogues. Et tu sens que
que tout le monde est très très content de venir jouer les scènes de dialogue, et ça fonctionne d'ailleurs plutôt pas mal. Donc c'est un film, c'est vraiment un hommage au temps long, à la fois au temps long en politique et quelque part au temps long aussi en cinéma, c'est-à-dire le fait que t'as juste besoin de poser une caméra, d'avoir 2 bons acteurs qui causent. Et, ça te fait une scène, quoi. James L. Brooks n'est pas un génie, c'est pas Brian De Palma, hein, c'est pas un petit génie, c'est pas un grand formaliste, mais tout se tient en fait, parce qu'il préfère, en fait, son génie, lui, c'est dans les dialogues, vraiment, dans les mises en situation. La direction des comédiens. La direction des placements, parce que le placement des acteurs, c'est de la mise en scène. Et de ce point de vue-là, il est très Lumet, effectivement, de ce point de vue-là. Il se rattache beaucoup à Lumet, je trouve. Du coup, une forme de discrétion. Voilà, donc du coup, ça fait un film qui est très plaisant à regarder. Certains, on pourrait croire que le film est mineur, et finalement, je pense pas tant que ça. Alors, il est peut-être anachronique, mais quand on se souviendra de la sortie du film en 2025-2026, on se dira, ah oui, mais en fait, si on veut comprendre les États-Unis, il faut aussi comprendre ce que ça aurait pu être. Et là, du coup, c'est dommage que le studio ait sacrifié ce film. Voilà. Du coup, c'est un film, en fait, grandement pessimiste, alors qu'il se termine bien. Donc c'est l'élégant Ella Mackey de James L. Brooks, disponible sur plateforme, je ne sais plus laquelle, Disney par ailleurs. Je crois. Peut-être Disney+, voilà. Je le rangerai dans la même case que Blue Moon, moi, de Linklater. Exactement. Des films faits par des gens intelligents. On va passer au coup de cœur. C'est nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur, carrément Floret. Alors moi, ça va être de la musique. Les jours rallongent, il commence à faire beau, le printemps arrive. C'est donc une excellente période pour écouter The Cure. Et notamment peut-être l'album que je considère mon préféré, qui est The Head on the Floor. Très bien, dont merci. on peut, juste petite parenthèse, dont on peut entendre une chanson dans Les lois de l'attraction de Roger Avary, qui met en scène James Van Der Beek, RIP. Voilà, c'est vrai. Ta série de cœur. Allez, oui. Merci. Docteur. Alors moi, ça sera une petite curiosité que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que je suis en train de travailler sur Sidney Lumet pour les bienfaits du travail. Du travail, exactement. Et donc du coup, j'ai eu l'occasion de tomber sur un moyen métrage de 50 minutes qu'il a réalisé pour HBO en 2004, qui s'appelle Strip Search. C'est vachement bien. Qui est un exercice de style, qui n'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais qui est pas du tout inintéressant, qui est en fait le même dialogue. C'est un interrogatoire en fait entre une personne et quelqu'un des services secrets, sauf qu'en fait il va faire le même dialogue, exactement les mêmes dialogues, mais simplement il va répéter la scène 2 fois, une fois en Chine, une fois en République populaire du Chine, une fois aux États-Unis après le 11 septembre, avec exactement les mêmes dialogues, pour montrer comment fonctionne le totalitarisme. Dans un cadre, dans un environnement différent. Mais... Donc très très pièce de théâtre aussi, enfin voilà, très lumétien. C'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux, je trouve, dans ces dernières années, mais c'est comme exercice de style, c'est pas du tout inintéressant. Je suis d'accord, merci docteur. Sinon moi, ce sera un film français de 1974, bien déprimant, post-68, de Philippe Condroyer, qui s'appelle La Coupe à 10 francs, où dans un petit bled des territoires de France, deux jeunes travailleurs dans une usine, s'ils veulent continuer à travailler, sont obligés de se couper les cheveux, parce que le patron n'aime pas les cheveux longs, et donc ça va être la résistance, voire la résignation pour certains contre le pouvoir patronal. Un film extrêmement beau, très très pessimiste. On va s'arrêter là. Merci Margot à la mise en son de cette émission. Merci messieurs. Prochaine émission. Ah, ciao, bonsoir. Salut.